Bonjour, bienvenue dans ce cours de la Terre. Donc pour niveau première année par corps international collégial, option français. Le cours fait partie du phénomène de l'unité 2, les phénomènes géologiques externes. Chapitre 3, la notion du temps géologique. Donc la fiche numéro 1. Donc c'est l'importance géologique des fossiles. Les objectifs de cette fiche, c'est connaître la notion de fossile et de fossilisation, puis exploitation des fossiles pour déterminer les milieux de sédimentation ancienne. Voilà les deux objectifs qu'il faut atteindre vers la fin de ce cours. Bien. Bon, les fossiles et fossilisation. On observe souvent dans les roches sédimentaires des empreintes, des restes ou des traces d'activité d'êtres vivants ayant vécu au cours du temps géologique. Donc souvent, dans la nature, on observe dans les roches sédimentaires des empreintes, des restes, même des traces d'activité des êtres vivants ayant vécu dans le passé, dans le temps géologique, comme les traces de pattes de dinosaures, dans les coquilles, dans les roches, tout ça. Donc, on peut l'observer sur le terrain, dans les roches sédimentaires. Donc, la question qui se pose, comment des empreintes, des restes ou des traces d'activité d'êtres vivants peuvent-elles conserver pendant des millions d'années dans les roches sédimentaires? Voilà notre question d'aujourd'hui dans ce cours. C'est comment les empreintes et les restes et les traces d'activité d'êtres vivants peuvent-elles se conserver dans des roches sédimentaires pendant des millions d'années. Et donc, le but, c'est de répondre à cette question vers la fin de ce cours. Bien. D'abord, qu'est-ce qu'un fossile? Bon, donc, qu'est-ce qu'un fossile? Définition d'un fossile. Je vous présente quelques exemples, des photos des fossiles, et puis on formulera vers la fin la définition d'un fossile. Donc, d'abord, voilà un exemple, c'est les dents de requin. Vous voyez, les dents de requin dans des roches phosphatées de la région de Khouribga au Maroc. Un deuxième exemple, voilà, c'est quoi ça? Ce sont des traces de pattes de dinosaures dans la région d'Anza à Agadir. Troisième exemple, c'est les traces d'une feuille de fougère sur une roche. Voilà la feuille, les traces d'une feuille complète sur une roche sédimentaire. Un quatrième exemple, c'est les trilobites. Voilà, trilobites bien visibles dans une roche sédimentaire. Les trilobites sont des arthropodes, aujourd'hui disparus, mais peuvent se retrouver dans des roches datées de moins 540 jusqu'à moins 245 millions d'années. Donc voilà quelques exemples des fossiles. Donc, les fossiles, la définition du fossile, ce sont des empreintes, comme les pattes de dinosaures, des restes ou des traces d'activité d'êtres vivants ayant vécu au cours du temps géologique, on trouve sur des roches sédimentaires. Bien. Donc, voilà quelques exemples des fossiles et la définition complète d'un fossile. Ce sont des empreintes,
des restes ou des traces d'activité d'êtres vivants ayant vécu au cours du temps géologique. Donc, des traces d'activité, c'est tel que les pattes de dinosaures, des restes, voilà les dents de requin, des empreintes de traces de feuilles de fougères. Donc ça, c'est la définition complète d'un fossile. Bien. Maintenant, quelques exemples de fossiles, de fossilisation complète, exceptionnelle. Donc là, vous voyez dans cette photo un insecte complet. Dans l'ombre, elle est complètement fossilisée. Dans l'ombre, c'est ce qu'on appelle c'est la résine des arbres. C'est un liquide visqueux sécrété par les arbres. Donc on trouve beaucoup d'insectes qui sont fossilisés à l'intérieur de cette résine. On l'appelle l'ambre. Donc cet insecte, il a un âge de moins 40 millions d'années. Ça veut dire il est très ancien. La photo, c'est au niveau, ce fossile, il est au niveau du Muséum de Toulouse. Voilà, c'est une fossilisation complète. Ça veut dire que le corps de l'animal, il reste intact, complètement fossilisé dans l'ombre, dans la résine sécrétée par les arbres. Un deuxième exemple, voilà, c'est un très bon exemple de fossilisation complète, c'est le bébé de mammouth âgé de 40 000 ans découvert congelé en Sibérie. Ça veut dire que l'animal complètement congelé en Sibérie il y a 40 000 ans. Ça veut dire que c'est un fossile, mais là c'est un cas particulier de fossilisation, c'est la fossilisation complète. Bien. Donc la fossilisation dans des conditions très particulières, l'ensemble d'un organisme qui peut être fossilisé, l'ensemble, sans aucune destruction apparente. C'est le cas de l'insecte dont on peut trouver inclus dans une résine fossile appelée ambre et mammouth congelé en Sibérie. Voilà deux exemples de fossilisation complète. Là où l'organisme est complètement fossilisé sans destruction d'aucun organe, comme vous voyez dans la photo du mammouth de Sibérie et l'insecte dans l'ambre complètement fossilisé. Très bien, voilà deux exemples de cas particuliers de fossilisation. Un type de fossilisation, notre type, ce qu'on appelle le moulage. Ça veut dire, le moulage, on a le premier exemple, ce qu'on appelle le moule externe. Moule externe, exemple de trilobite, ordovicien du Maroc, il a un âge de 240 millions d'années. Moins de 140 millions d'années. Donc il est très âgé, très ancien. C'est le moule de la carapace externe de trilobite. Il est très bien conservé dans cette roche. C'est ce qu'on appelle le moule externe. C'est la partie externe. Lorsqu'on parle de moule externe, voilà, la coquille initiale peut être remplacée pratiquement par une autre substance. Le fossile est donc une reproduction parfaite de l'original. C'est comme si on a reproduit parfaitement l'animal. Vous voyez les yeux, les stries, tout ça, c'est l'animal complet. La coquille de l'animal ou bien le corps, la carapace de l'animal et donc il est sur cette roche. C'est ce qu'on appelle le moule externe. Un autre exemple, vous voyez, c'est deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le moule interne. Voilà la photo, image d'un moule interne de gastéropode. C'est un mollusque
donc il est âgé de Jurassique inférieur, ça veut dire à peu près moins 180 millions d'années. Faites pas attention au mot Jurassique et Ordovicien, on va le voir par la suite, mais le plus important, si vous voyez, c'est le moule interne, ça veut dire la forme de gastéropode, la forme complète de gastéropode. C'est ce qu'on appelle le moule interne. Ça, elle a un âge de moins 180 millions d'années. Donc la photo, elle est prête au niveau du Muséum de Toulouse. Qu'est-ce qu'un moulage interne donc? Le moulage interne, ou bien le moule interne, la coquille ou la carapace se remplit du sédiment. On va prendre la coquille, on la remplit par le sédiment, mais ça se fait dans la nature, donc rempli dans le sédiment. Un certain temps disparition donc de la coquille, elle disparaît, mais un processus chimique remplit l'espace laissé par la coquille. Ça veut dire la coquille, elle va être disparue bien sûr, mais il y a des minéraux qui remplacent la forme de la coquille, exactement la forme de la coquille. Donc on a alors la reconstitution souvent fidèle de la coquille et on obtient un moule interne de cet animal, c'est ce mollusque gastéropode. Voilà donc des exemples de moulage, moule externe du trilobite et le moule interne d'un mollusque gastéropode. Et voilà la définition du moule externe et moule interne. Bien. Un autre processus, un autre exemple de fossilisation, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Vous voyez les deux images, les deux photos, c'est pas des troncs d'arbres là. C'est pas un tronc d'arbre. Ce sont des roches. Vous voyez la roche, elle prend exactement la forme du tronc d'arbre. À droite et à gauche, les deux photos, ce sont des roches très dures, silicées, qui prennent la forme du tronc d'arbre. Donc le tronc, là, à gauche, voilà, le tronc sélifié, ils sont sélifiés, ça veut dire la disparition du bois, mais il a été remplacé par un minéral qui prend donc la forme exactement de tronc d'arbre dans les deux cas. Là, c'est la forme tronc d'un arbre sélifié, elle est âgée de 220 millions d'années. 220 millions d'années. Donc, elle est très 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 ancienne. Bien. Qu'est-ce que la minéralisation donc? En ce qui concerne les végétaux, le bois, la minéralisation, ça veut dire le bois, ce qu'on appelle la cellulose, se transforme souvent en charbon, en carbone. Mais, dans certains cas, le remplacement peut s'effectuer par d'autres minéraux. Ça veut dire qu'il y a disparition de bois, destruction du bois, décomposition du bois, et se remplace par d'autres minéraux, des minéraux tels que la silice. Par exemple, dans ce cas-là, c'est la silice qui a remplacé le bois et gardant souvent intacte la structure. C'est la minéralisation. Ça veut dire on a disparition du bois et remplacer la partie du bois par un minéral, dans ce cas-là la silice, qui prend donc la forme exacte du tronc d'arbre fossilisé. Voilà donc un autre type de fossilisation, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Donc nous avons vu la fossilisation complète de l'animal, le cas du mammouth en Sibérie, le cas d'un insecte dans la résine d'arbre. Nous avons vu le moule externe du trilobite. Nous avons vu aussi le moule interne d'un gastéropode et maintenant la minéralisation du tronc d'un arbre. Ces troncs d'arbres sont silifiés,
ça veut dire il y a disparition du bois et remplacement par un minéral très dur, c'est la silice, tout en gardant la forme initiale du tronc d'arbre. Maintenant, les étapes et conditions de fossilisation. La fossilisation, je vous présente cet exemple très facile pour comprendre le processus de fossilisation. C'est un exemple trop schématique, mais il va nous aider à comprendre les étapes et les conditions de fossilisation. Bien. Premièrement, A, en petit a, suivi avec moi de gauche. A, voilà un poisson à nageoire rayonnée dans son milieu de vie normal. Le poisson dans son milieu de vie normal. En B, deuxième photo, deuxième vignette, on a le poisson meurt et son cadavre enfoui dans le sédiment qui se dépose. Donc, une cause qui a causé, je ne sais pas qui a causé la mort. Il y a beaucoup de causes qui peuvent aboutir à la mort du poisson, de l'animal. Donc la mort, l'essentiel, la mort de l'animal, du poisson, et le cadavre va se déposer vers le fond et il va être recouvert par le sédiment. Il y a le sédiment, normalement l'eau, et il contient des débris, des sédiments qui vont se déposer vers le fond sur le poisson. Le cadavre du poisson donc va être recouvert par le sédiment. Passons à la photo C, troisième photo. Vous voyez que le poisson se décompose. Bien sûr, la chair, la matière organique qui compose la chair du poisson se décompose, mais il a un squelette, ce squelette osseux qui est plus dur, reste dans le sédiment, elle reste intacte. Voilà, disparition rapidement de la chair du poisson, mais le squelette osseux reste intact. Donc, ce squelette, dans la vignette D, passant à la quatrième photo, quatrième image, on a le sédiment accumulé et transformé en grès. C'est la diagénèse. Nous avons déjà vu que il y a l'érosion, transport, sédimentation et diagénèse. Diagénèse, ça veut dire la transformation du sédiment en roche compacte, solide. Ce qui arrive dans le D, on a le poisson vers le fond, on a le sédiment qui recouvre le poisson, donc le poisson il est enfoui dans le sédiment, puis il y a des couches de sédiments qui se déposent sur le poisson, donc accumulation de sédiments, et par diagénèse, compaction ou bien sémentation, on a formation de la roche compacte, et à l'intérieur on a le squelette du poisson. C'est des millions d'années plus tard. On a formation du couche. Voilà, vers la fin, on a aujourd'hui l'érosion, suite phénomène d'érosion, et l'érosion va éliminer les couches superficielles qui recouvrent le poisson, et le squelette fossilisé va être exposé vers l'air libre, ça veut dire apparition et découvert de fossiles. Le poisson, le squelette fossilisé, donc est apparu vers la surface, l'affleurement qui est dû à l'érosion, qui va enlever les couches qui ont recouvert le poisson. Voilà, donc les étapes de fossilisation. Maintenant, quelles sont les conditions nécessaires pour avoir une bonne fossilisation? Première chose, vous voyez avec moi, première chose, c'est la présence des parties dures dans l'être vivant, telles que la coquille, le squelette, les dents. Parce que la chair, elle va rapidement décomposer et détruite par les micro-organismes, les décomposeurs.
On peut avoir rarement une fossilisation complète comme le cas du mammouth, mais généralement si on a des parties dures telles que le squelette, les dents, la coquille, c'est une condition importante pour avoir une fossilisation. Deuxième condition, c'est que l'enfouissement rapide des restes d'êtres vivants dans un sédiment fin. Donc voilà les deux conditions. C'est la présence du partie dure chez l'être vivant, tel que la coquille, le squelette et les dents. Et la deuxième condition, c'est l'enfouissement rapide de restes d'êtres vivants dans le sédiment fin qui facilite donc, qui permet la protection du squelette et de l'animal pour être fossilisé. Voilà les deux conditions de fossilisation. Voilà le processus de fossilisation, 5 étapes, et les deux conditions importantes pour avoir une bonne fossilisation. Bien. Maintenant, la définition de la fossilisation, c'est l'ensemble des processus qui permettent un remplacement partiel au total d'une matière organique d'un organisme mort par des minéraux. Il aboutit donc à la formation des fossiles. Le processus de fossilisation peut durer plusieurs milliers d'années. C'est pas rapide, c'est pour avoir la fossilisation, il faut avoir des milliers, voire même des millions d'années qui permet donc une bonne fossilisation. Voilà, donc la fossilisation, c'est l'ensemble de processus qui permettent un remplacement partiel au total de la matière organique par d'un organisme mort par des minéraux de sédiments. Donc, ce qui aboutit à la formation de fossiles. Et c'est un processus qui dure très longtemps, voire des milliers d'années. Bien. Maintenant, les types de fossiles. Nous avons vu la fossilisation, les conditions. Maintenant, type de fossiles. On a, premièrement, comme vous voyez dans la photo, c'est fossiles stratigraphiques. Là, c'est l'ammonite, c'est un fossile stratigraphique. Un fossile stratigraphique. Qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique? Donc, les ammonites sont des mollusques marins, cependant, ayant vécu, des mollusques marins céphalopodes, ça veut dire qu'ils ont les pattes au niveau. Moins 72 millions d'années. Les fossiles d'ammonites ont été découverts dans diverses régions du monde. Voilà donc les caractéristiques d'un fossile stratigraphique. Vous pouvez suivre avec moi. C'est le fossile stratigraphique. Exemple là, l'ammonite. Nous avons dit que l'ammonite, elle a été vécue entre 210 et moins 72 millions d'années. Ça veut dire qu'ils ont vécu une période bien déterminée. Après, elle disparaît. C'est entre moins 72 et moins 210. Donc, ça veut dire l'existence de cet animal sur la Terre, elle est limitée dans une période donnée, entre moins 72 et moins 210. Donc maintenant, on n'a pas cet animal. Elle a été disparue. Donc voilà la première caractéristique d'un fossile stratigraphique. Ça veut dire qu'elle a vécu une période géologique déterminée, limitée. Voilà. Les fossiles d'ammonites ont été découverts dans diverses régions du monde. Vous voyez là, diverses régions du monde. J'ai mis en rouge diverses régions du monde. Donc, pour vous dire que cet animal, l'ammonite, il a une répartition géographique importante. Ça veut dire qu'on peut le trouver dans l'Afrique, dans l'Amérique, dans l'Europe, etc. Il a une répartition géographique vaste, une grande répartition géographique. Deuxième caractéristique. Première caractéristique, ça veut dire elle a une période de vie limitée, courte,
au temps géologique, et il a une vaste répartition géologique dans le monde. Deux caractéristiques importantes pour un fossile stratigraphique. Donc, je répète, un fossile stratigraphique, exemple l'ammonite, ça c'est un exemple, il a une période de vie bien limitée. Je présente en rouge là par exemple. Il a une période de vie limitée, il est courte, temps géologique, mais il a une vaste répartition géographique. Ça veut dire qu'on peut le trouver dans plusieurs régions du monde. Très bien, voilà deux caractéristiques d'un fossile stratigraphique. Deuxième type de fossile, là c'est deux. C'est un fossile de faciès. Fossile de faciès. C'est quoi un fossile de faciès? Je présente d'abord l'exemple. Voilà. Ça, c'est les traces des feuilles de fougères. Les fougères, ce sont des végétaux. Ils apparaissent depuis longtemps et continuent d'exister. Ça veut dire que les fougères, ils sont apparus depuis longtemps et ils existent maintenant. Ça veut dire dans des forêts équatoriales à climat chaud et humide. Là, on va expliquer. Depuis longtemps, il continue d'exister. Ça veut dire que, première caractéristique de fossile de faciès, donc il existe depuis longtemps et il existe encore maintenant, aujourd'hui. Donc il a une période de vie très très longue. C'est l'inverse au fossile stratigraphique. Il existe dans des forêts équatoriales à climat chaud et humide. Là, les conditions de vie, ils sont limitées. C'est l'inverse de fossiles stratigraphiques. On le trouve dans des régions bien déterminées. Il faut des conditions climatiques bien déterminées. Donc, il a une répartition géographique limitée selon les conditions et il a une période de vie très longue, depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Bien, donc voilà la différence entre un fossile stratigraphique et un fossile de faciès. Les caractéristiques, on va les citer. Caractéristiques, on a d'abord, voyez, pour fossile stratigraphique, une grande extension géographique. On peut le trouver dans plusieurs régions du monde. Et avoir existé pendant une courte durée à l'échelle de temps géologique. Il a une durée de vie limitée. Ça veut dire qu'il existe sur la Terre pendant une durée de vie, puis il a été disparu. Donc voilà deux caractéristiques importantes de fossiles stratigraphiques. Maintenant pour le fossile de faciès, c'est tout à fait l'inverse. Une extension géographique limitée, ça veut dire on ne peut pas le trouver dans plusieurs régions du monde, on peut le trouver dans des régions bien déterminées selon le climat, les conditions de vie, avoir existé pendant une longue durée à l'échelle du temps géologique. Elle existe par exemple le fougère depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui, donc c'était une longue durée de vie sur la Terre. Donc voilà les deux fossiles et leurs caractéristiques. Bien. Maintenant, l'importance des fossiles. On va prendre l'exemple, l'importance des fossiles dans la détermination des milieux anciens de sédimentation. Voilà, on a par exemple ici la planourbe. C'est un mollusque que l'on trouve dans des eaux douces, des lacs, les étangs. Il est reconnaissable à sa coquille spirale très caractéristique. Vous voyez dans la photo, là, la planourbe aujourd'hui, ce sont des mollusques qu'on trouve dans des eaux douces, soulignés dans les eaux douces des lacs. Donc, reconnaissable par sa coquille spirale très caractéristique. Maintenant, voyons le fossile dans la roche. Cette roche sédimentaire calcaire
Il a un âge de 21 millions d'années. Elle est très, très ancienne, 21 millions d'années. On a trouvé un moulage de la coquille de Planorbe. Voilà, c'est le moulage interne de la coquille de Planorbe, constitué donc de la même matière que la roche. C'est un fossile, donc un fossile de la Planorbe, tout simplement. Maintenant, si en comparant le fossile et l'espèce actuelle, Planorbe de mollusque, dans l'image, première image, on peut donc déterminer les conditions de formation de la roche qui contient ce fossile. C'est là donc l'importance du fossile. On peut déterminer le milieu ancien de sédimentation, la région maintenant où il existe ce type de fossile. On peut directement déterminer les conditions anciennes dans cette région. C'est là parce que la Planorbe, il vit dans les eaux douces. Donc, cette roche, elle est formée dans un milieu, dans un lac, en étant dans l'eau douce, c'est pas dans la mer. Parce que là, cet animal-là, il vit dans les eaux douces. Voilà. Donc, la comparaison entre des fossiles de faciès avec les êtres vivants actuels apparentés permet la détermination des conditions et le milieu de dépôt d'un sédiment. Donc, c'est ce qu'on a fait, de comparaison donc de la Planorbe actuelle et le fossile. On peut donc déterminer les conditions et le milieu de formation de la roche dont on trouve ce fossile. Et merci pour votre attention. On se verra donc dans la séance prochaine et dans le cours prochain. Merci bien.